Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Samuel. Bonjour Sam. Bonjour Justine. Alors aujourd'hui, on a vraiment de la chance parce que du coup, on a Sam qui va venir nous parler du Swadharma. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Alors, donc, je suis Samuel. Ça fait comment se présenter, c'est toujours un sujet délicat. Je crois que j'ai envie de parler de mon histoire, dire que j'ai toujours été insatisfait quelque part de cette société dans laquelle je vivais et enfant, je trouvais que le monde était moche. Alors je me suis dit comment est-ce que je pourrais embellir ce monde? Et mes parents m'ont toujours soutenu dans ça, m'ont dit bah vas-y fais ce que tu veux dans ta vie. Sauf que j'avais toujours aussi enfant cette envie de voir les autres épanouis. Parce que j'avais un modèle parental, notamment voilà, pour pas le nommer mon père, euh, que je voyais qu'il faisait un métier, mais quand il rentrait, il était pas en bonne santé, on va dire, émotionnelle. Il allait pas bien, et du coup, ça avait des répercussions sur l'environnement, sur les relations familiales. Et, euh, et voilà, j'avais ces deux désirs-là, enfant, de voir un monde plus beau et de voir des adultes épanouis. Et je me suis toujours posé cette question finalement, mais comment je pourrais être épanoui? Ce qui m'a amené à faire des rencontres, des voyages, notamment, ça m'a amené dans une quête profonde, une quête voilà, spirituelle très jeune, vers 21 ans. J'ai commencé à faire des stages de méditation et à 24 ans, j'ai fait mon premier voyage en Inde qui a commencé à m'apporter des réponses sur ouais, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est, comment on va pouvoir transformer le monde, amener plus de beauté dans ce monde. Finalement, c'est en transformant l'être humain. Ça, c'était une des premières. C'est donc en se transformant soi-même. Et puis aussi, ça m'a répondu à cette question, qu'est-ce qu'être épanoui? Euh, c- C'était en effet, qu'est-ce que trouver ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi chacun est fait finalement à réaliser dans cette vie. Donc voilà, ça nous amène à cette question de Swadharma. Donc voilà, pour me présenter, c'est ça que je dirais, c'est ce qui m'a toujours animé. Bien sûr, je m'en suis rendu compte qu'il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire quand j'avais 30 ans, quand j'ai vécu une crise profonde intérieure, j'ai fait tout ce chemin thérapeutique qui m'a permis de faire ces voyages pour me rappeler de ce qui m'animait vraiment dans mon enfance et de me resituer dans ça. Alors c'est pas étonnant du coup que tu fais peut-être une crise de la trentaine. En tout cas, je sais que beaucoup de nos auditeurs doivent passer par ça. Nous, en astrologie, on a souvent entre les 28-30 ans le retour de Saturne qui nous amène du coup à cette crise existentielle. Saturne qui est le maître du karma, le maître du temps et qui du coup aussi dans une certaine mesure nous invite à la recherche de quelle est notre mission d'âme ou quel est notre dharma. Et donc tu as parlé de ce terme, tu utilisais ce terme Swadharma. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer simplement? Alors juste, je vois que j'ai pas fini de répondre à la question précédente. Peut-être que tu me demandais ce que je fais, mon métier aussi. Donc oui, en fait, mon métier à l'heure actuelle, c'est que j'accompagne des jeunes sur leur orientation professionnelle ou des adultes dans leur reconversion principalement. Je suis aussi professeur de yoga et je suis aussi une demi-journée par semaine. J'enseigne l'histoire, géographie et la connaissance de soi dans une école alternative dans le Pays Basque. Principalement, vraiment, mon métier, ça va être d'accompagner des gens en reconversion aussi, à travers des bilans de compétences, des bilans avec du sens, où j'essaie d'intégrer des dimensions holistiques dans ces bilans de compétences qui sont pour moi un terme bilan de compétences qui remonte aux années 80, donc qui est un peu qui n'est plus forcément adapté à nos sociétés aujourd'hui, juste de se centrer sur les compétences, ce qu'on va voir maintenant, à travers la question du Swadharma. Donc, tu me demandais, c'est quoi le Swadharma? Je crois qu'il faut d'abord parler du Dharma, du Sanata Dharma. Donc, le Sanata Dharma, donc qui n'est pas juste pour donc ça nous vient de l'Inde, hein, une très ancienne civilisation. Donc finalement avant les religions, avant le système qu'on pourrait aujourd'hui qu'on va nommer l'hindouisme, il préexistait le Sanata Dharma qu'on va retrouver aussi finalement chez les bouddhistes.
Les bouddhistes vont aussi parler de Sanatana Dharma, mais c'était vraiment le concept spirituel qui est un peu des bases, des fondements du védisme en fait finalement et de la culture de la civilisation orientale. Et ce Sanatana Dharma, en fait, ça nous parle des lois de la vie. Quelles sont les lois pour vivre une vie harmonieuse, une vie en lien, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les éléments, en harmonie avec l'univers aussi. Et dans ce Sanatana Dharma, il va être expliqué que chaque individu, chaque âme finalement qui s'incarne, a un swadharma, quelque chose, donc un dharma individuel. Donc le dharma, alors il y a plusieurs traductions du dharma. Le dharma, c'est pour donner la meilleure, enfin la traduction qui me viendrait comme ça, je vais donner une image plutôt que donner une traduction directe. J'aime bien cette image de chaque matin, le soleil va se lever et chaque soir, il va se coucher. Et il aura accompli son dharma en fait. Donc il a fait finalement ce qu'il avait à faire. Il a respecté en fait pour moi le dharma il y a quelque chose d'une forme d'action désintéressée derrière ça, d'action juste en fait, de justesse dans le dharma. C'est vraiment le mot peut-être le plus proche du dharma, c'est justesse. Donc du coup si on parle de swadharma finalement c'est le dharma individuel, c'est quelle est pour moi mon action juste que je vais avoir à faire, à offrir au monde dans cette vie. Et donc, après, comment je fais pour trouver mon swadharma? C'était ensuite moi ma question, finalement. Alors, avant de répondre à ça, on pourrait, juste pour situer par rapport à notre culture, aujourd'hui on parle beaucoup de mission de vie. Peut-être que en effet, le terme mission de vie serait peut-être le terme le plus proche de swadharma. Au Japon, on va parler d'ikigai, de raison d'être. Quelle est ma raison d'être? Donc, quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette vie? Ça nous ramène à des questions existentielles profondes finalement, qu'on n'a pas forcément pris le temps de se poser. À l'école, on nous a pas appris forcément à nous poser ces questions-là. Donc, dis-moi si tu as des questions, des besoins de précision. Sinon, moi, je continue dans le flow de ce swadharma. Alors moi déjà j'adore ta définition, donc c'est vrai on peut l'associer à mission de vie, et pour moi c'est vraiment une question clé, en particulier en Occident, parce que je pense qu'on est tous un petit peu dans cette quête de mission de vie, mission d'âme, chemin de vie. Qu'est-ce qu'on est censé faire finalement dans cette vie? Et on voit bien que au niveau de l'orientation, en particulier scolaire, c'est pas forcément ça. On a beau aller explorer plein de choses, des fois ça peut être assez challengeant de trouver son chemin de vie. Alors toi, comment est-ce que tu, peut-être par rapport à ton expérience personnelle, comment est-ce que tu as trouvé ton chemin de vie? Et du coup, en détaillant peut-être ton expérience personnelle, comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent déjà avoir une idée de comment est-ce qu'elles peuvent trouver ce chemin de vie? Donc, juste, ok. Avant ça, juste, j'aimerais amener des éléments qui m'ont confirmé, parce que moi, je me suis demandé, en effet, c'est quoi mon chemin de vie? C'est quoi ma mission de vie? Mais j'étais pas, il y avait un endroit où quand j'ai entendu ça en Inde, la première fois que je suis allé en Inde par un maître de yoga, il m'a dit voilà, vous avez tous un swadharma dans la vie. J'étais waouh, et ça m'a vraiment impacté. Je me suis dit waouh, il faut vraiment que je découvre ça. et en partant en quête, dans cette quête de découverte de mon swadharma, finalement, ça m'a amené à regarder aussi dans d'autres cultures. À travers le monde, j'ai rencontré plusieurs cultures, que ce soit les Tibétains ou des cultures d'Amérique du Sud, et même en Afrique aussi. Ensuite, j'ai vu que dans ces cultures traditionnelles, chez ces peuples premiers, ils parlaient tous avec des mots différents, mais ils parlaient tous de ça, un individu a quelque chose à réaliser dans sa vie, a vraiment son chemin propre, comme à respecter, à découvrir, et j'ai trouvé ça très beau en fait finalement de voir que c'était une notion universelle chez tous les peuples premiers
qui existe. Même, on va retrouver ça chez les aborigènes. J'avais lu un livre sur les aborigènes qui parlait aussi de ça. Donc, on retrouve vraiment partout dans le monde cette notion de on a quelque chose à faire dans la vie. Donc, c'est universel. En effet, chez nous, on a perdu ça. Je pense que c'est peut-être un système qui existait chez les Celtes, avec toutes les pratiques divinatoires et voilà, et les druides, les systèmes druidiques. On avait ça chez nous, mais vu que cette culture a été perdue, a été littéralement, euh, même je dirais tuée, hein, carrément, elle a été tuée par le christianisme et les catholiques. Qui ont voulu voilà faire taire cette culture qui était la culture de nos peuples premiers, du peuple premier occidental. Donc nous, on a complètement perdu ça et on se retrouve avec, on ne sait pas quoi faire finalement. Alors jusque dans les années 50, 60, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, finalement, il y avait un système de reproduction où on vivait notre vie. Voilà, on refaisait le métier de nos parents et la question de quoi faire dans sa vie ne se posait pas trop. Mais la question a commencé à arriver depuis les années 70, 80, il y a une remise en question, puis aussi une hausse du niveau de vie. Alors, c'est pas forcément lié parce que finalement, chez les peuples premiers, c'est pas la question du niveau de vie qui leur a amené à poser cette question du Swadharma. Donc, c'est important de parler de ça aussi, dire que c'est pas que en lien avec notre culture au fait que, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, tu es en quête de sens, c'est parce que tu vis dans un pays occidental et que tu as les moyens de le faire. En fait, non, c'est pas vrai. Dans les sociétés traditionnelles, c'était inscrit dès le départ. Donc voilà. Alors, pour répondre à ta question des outils, des méthodes, la première approche pour moi qui m'a vraiment impacté, que j'ai rencontrée, qui m'a permis de me resituer, c'était justement dans cette crise, quand j'avais 30 ans, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vais faire donc, des études de pédagogie. Et j'avais étudié un système qui s'appelle les intelligences multiples. Donc, c'est une découverte d'un chercheur de l'université d'Harvard, Howard Gardner, il s'appelle, et il a remis en cause la question du QI, du coefficient intellectuel, et il a dit en fait que potentiellement on avait plusieurs intelligences et que finalement le système éducatif nous permettait pas suffisamment de mettre en valeur certaines intelligences, donc certaines qualités chez les gens, et que in fine, ce système éducatif, il va exclure finalement des personnes parce qu'il ne permet pas à chacun de se révéler, de se connaître finalement à travers, faut savoir, voilà, le système actuel, mais c'est mondial, hein, il va mettre vraiment l'accent sur le langage, sur les langues, le linguistique et la dimension logique et mathématique. C'est un peu les deux matières. En effet, elles sont très importantes et le langage c'est important, la logique c'est important. L'idée c'est pas ça, mais l'idée c'est qu'il y a vraiment d'autres qualités, d'autres potentiels chez l'être humain qui ne sont pas mis en valeur à travers le système éducatif. Donc j'avais trouvé ça hyper intéressant de me dire, ok, là pour moi ça me donnait une clé, les intelligences multiples, de me dire, on a plus de manières d'apprendre et ça me permettait de comprendre pourquoi moi personnellement, j'étais plus en phase, l'école m'ennuyait en fait, me parlait pas parce qu'en effet, j'avais d'autres intelligences à nourrir chez moi, mais qui ne l'étaient pas par l'école. Et ça le fait pour, alors selon les études qu'ils ont faites, pour 80% des jeunes, c'est le cas en fait. Il y a, comment dire, si tu veux, 20% des cerveaux, on va dire, naturellement à leur état de naissance, vont avoir des facilités pour les langues et la logique. Donc, il y a 20% des personnes qui vont avoir des facilités dans le système scolaire tel qu'il est. Mais 80% des autres, ils vont avoir d'autres centres d'intérêt. Il y en a, ça va être la musique, d'autres, ça va être la nature, d'autres, ça va être les relations, le relationnel, et voilà, d'autres, ça va être plus le visuel, tout ce qui va être la dimension du dessin, l'artistique, etc. Donc, ces choses-là ne sont pas assez accentuées à l'école. Donc là, pour moi, c'était déjà la première prise de conscience, c'était de me dire, ah ouais, en fait, j'ai été conditionné à pas bien me percevoir. C'est-à-dire à essayer de rentrer dans un moule, de m'améliorer dans des choses où je ne suis pas bon, forcément, et pour essayer de rentrer dans le moule.
Et ça, c'est vraiment important de le comprendre pour moi, c'est la première étape dans chercher qui je suis et ce que j'ai à faire, c'est de saisir mes conditionnements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a limité finalement? Comment je me suis limité dans mes perceptions? Et ça, c'est vraiment la différence entre la perception finalement orientale et occidentale. C'est-à-dire qu'en Occident, on nous dit développe tes points faibles. Enfin, dans la culture du bassin méditerranéen, c'est genre, ah, t'es pas bon là-dedans, bah, améliore-toi là-dedans, vas-y, sois meilleur là-dedans. Alors que dans toutes les sociétés traditionnelles, ce que j'ai découvert, c'est que, il y a vraiment cet aspect, si t'es pas bon dans un domaine, c'est pas grave. Surtout, regarde là où t'es bon et améliore-toi là où t'es bon. Donc, en effet, on va mettre tout de suite, très tôt, vraiment, il disait, très jeune, hein, c'est entre 2 ans et 7 ans, dans la plupart des sociétés traditionnelles. Donc en Inde, avec le système de Gurukula, à 7 ans, ils vont rentrer dans la Gurukula et ils vont regarder en effet le jyotish, la carte de l'enfant, et ils vont aider l'enfant à aller dans la direction là où il a les potentiels les plus forts. Et ça, pour moi, c'était vraiment un électrochoc, en fait, de me dire que le système éducatif, alors bon, voilà, il est tel qu'il est, hein, mais il m'avait pas permis d'aller exprimer le meilleur de moi-même, finalement. Donc, pour moi, c'est vraiment la base, c'est déjà de découvrir mes centres d'intérêt. Qu'est-ce que j'aime faire? Pour ça, j'ai pas forcément besoin de connaître ma carte de mon ciel forcément très tôt. Ça peut être un plus. Mais ça peut venir plus tard. En tout cas, moi, dans mon chemin personnel, la carte de mon ciel, je l'ai découverte après m'être posé la question de qu'est-ce que j'aime faire vraiment. Et donc, dans ce cheminement de qu'est-ce que j'aime faire, j'ai rencontré un pédagogue américain qui, lui, avait créé une école basée sur ces intelligences multiples en disant, voilà, on pourrait peut-être permettre aux jeunes de trouver leur voie. Il se trouve que lui, il a créé cette école en Inde parce qu'il a rencontré un docteur en Ayurveda qui lui a dit, écoute, viens créer ton école chez nous, à côté d'une clinique ayurvédique. Et donc, avec les intelligences multiples, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à mieux orienter les jeunes déjà en disant, voilà, essayez de découvrir quels sont vos spots de qualité, donc vos intelligences là, et ensuite vous pourrez peut-être affiner votre projet professionnel. Parce qu'en Inde, ils ont ce même problème d'orientation et tout, parce que la culture, quand même, est pareil. Ils ont beaucoup perdu de leur système. Donc, à l'heure actuelle, c'est un problème global. Ce problème d'orientation, on le retrouve dans le monde entier. Et en fait, il s'est rendu compte qu'avec les seules intelligences multiples, on ne pouvait pas trouver sa voie. C'était trop. C'est comme si tu avais 1000 possibilités et on allait réduire les possibilités à 500. Donc c'est bien, ça permettait de rétrécir un peu le champ des possibles. Et il manquait quelque chose pour réduire le champ des possibles, à se dire, ok, mon champ des possibles, il va être juste de 20-30 possibilités finalement. Parce que le problème de savoir ce que je peux faire, le Swadharma finalement, c'est quelle est ma fonction. Je fais des digressions, mais pour moi, c'est important de resituer ça, de dire, la mission de vie, c'est bien de chercher sa mission de vie, mais c'est pas forcément... on peut se perdre dans la question de la mission de vie. Parce que c'est quelque chose de très vaste, ce sujet de mission de vie. Pour moi, j'aime plutôt dire quelle est ma fonction de vie. Qu'est-ce que j'ai à faire, à réaliser dans cette vie qui va me permettre de suivre mon chemin et du coup de découvrir et de me donner envie d'agir dans certaines missions. Donc en fait, on n'a pas une mission de vie, on peut avoir plein de missions dans une vie. Donc ce terme mission de vie, il est un peu... Voilà, je suis en train de faire un travail là-dessus pour essayer pour moi, il peut amener beaucoup il va nous éloigner parfois aussi de nous-mêmes. C'est un des dangers de la question de la mission de vie. Enfin, pour moi, il y a un truc, une dimension qui peut être un peu, je vais dire le mot perché en fait. Pour moi, ça peut nous ça peut nous sortir de nous-mêmes, quoi, en fait. C'est pour ça, pour moi, je préfère dire quelle est ma fonction de vie plutôt que mission de vie. Et après, ensuite, va découler, je vais choisir des missions, des choses, des projets dans lesquels je vais... Parce qu'une mission, en fait, c'est un projet. C'est quoi mes projets? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir de qui je suis? Donc,
dans définir qui je suis. Ensuite, si tu veux, Stephen Rudolph, ce pédagogue américain, il a créé ce qu'il a appelé les natures multiples, qui sont un système de 9 natures qui est inspiré de la philosophie indienne et du système notamment des castes. Parce que les castes en Inde, à l'origine, c'était un système qui était très bénéfique. Sauf que ça a été complètement perverti. Mais comme beaucoup de systèmes qui, avec le temps, perdent de leur essence, au départ, le système des castes était une vision quelque part idéale de la société qui amenait un équilibre, qui respectait justement le dharma de la société. Sauf que ils se sont enfermés dans les castes et les castes sont devenues excluantes et il y a eu des prises de pouvoir, voilà, avec l'ego des humains, et ce qui fait que les castes se sont fermées et alors qu'à l'origine c'était pas du tout l'essence de la caste. L'essence de la caste justement c'était de dire voilà de l'idée de garder son dharma, de son swadharma et de respecter le swadharma individuel et de dire que voilà il va y avoir des gens qui vont être plus des enseignants, il va y avoir les commerçants. Il va y avoir ceux qui sont plus dans le service, dans l'aide, dans le prendre soin. Donc voilà, il a repris cette essence du système des castes qu'il a appelé les natures multiples. Et il a dit, voilà, en fait, il y a des gens qui aiment transmettre, ça va être la nature éducative. Il y a des gens qui vont aimer guérir les autres, c'est la nature guérisseuse. D'autres qui aiment faire rire ou stimuler les autres sur le plan émotionnel, se mettre en scène, c'est la nature animatrice. Donc il a pris ce système des castes et il en a décliné donc 9 natures. Et en fait, après ça, il a combiné ça avec les intelligences multiples, donc qui sont un système neuroscientifique basé sur les centres d'intérêt qui sont universels chez les êtres humains, donc dans notre cerveau. Qu'est-ce que j'aime faire? Et quand on combine intelligence multiple et nature multiple, on arrive à vraiment réduire de manière drastique ce pourquoi on peut être fait. Et c'est bluffant comme ça amène de la clarté pour justement découvrir ma fonction. Voilà. Donc pour moi, ça c'est vraiment une des méthodes les plus puissantes qui m'a personnellement éclairé et qu'aujourd'hui je transmets et que je trouve très complémentaire justement du biotisme. Oui, et du coup, c'est vrai que tout ce que tu as dit, ça rebondit vraiment avec ma pratique, en tout cas personnelle de l'astrologie, parce qu'effectivement, donc les castes à la base, tu peux les trouver en lisant un thème bioéthique, donc c'est pas du tout transgénérationnel, c'est pas parce que ton père était Balamine que toi aussi tu le seras. Et moi, j'utilise un système qu'un de mes enseignants a créé, qui est les 5 types de dharma, et qui reprend exactement ce que tu viens de dire, puisqu'on a le guerrier, l'éducateur, le marchand, l'outsider et le travailleur. Donc il y a cette idée, avec le marchand d'être au service, de divertir, d'être dans la musique. On a l'éducateur qui est là pour partager, transmettre, le guerrier qui est là pour protéger, défendre. Donc on a, tu vois, cette dynamique aussi qu'on peut retrouver dans l'astrologie. Alors peut-être plus poussée, peut-être là dans ton système, parce que toi tu as 9 formes qui du coup vont peut-être plus loin que les castes, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que maintenant on vit dans un monde multiculturel et aussi multipersonnalité, où du coup 9 chemins de vie entre guillemets, ou 9 façons type archétype, c'est aussi plus de potentiel. Donc ça, je trouve ça super passionnant, et c'est clair que dans un thème astrologique, tu peux tout à fait voir les potentiels de quelqu'un. Ce qui me fait rebondir aussi sur ce que tu dis, c'est que souvent on associe la mission de vie à la carrière. On se dit, tiens, en fait, ma mission d'âme, ça doit être absolument une carrière, ça doit être une profession. Et dans ce que je t'ai entendu dire, ce qui est ressorti, en tout cas de ce que j'ai interprété, c'est qu'il n'y avait pas forcément cette idée de carrière qui ressortait forcément. En tout cas, on avait plusieurs projets, et par exemple, un projet peut être une carrière, mais ça peut aussi être autre chose, comme par exemple une vie de famille, comme par exemple créer des liens d'amitié, faire des choses à côté liées à nos passions. Et je trouve que ça peut être intéressant peut-être de le souligner pour dire que quand même la carrière, oui, c'est important, mais ça fait pas non plus tout. Oui, carrément. Alors, juste une précision par rapport tu parlais de chemin de vie. En effet, alors par rapport aux natures multiples, on va dire que on peut avoir plusieurs natures aussi. Selon les personnalités, il y en a qui vont avoir plusieurs natures, et ensuite c'est l'enjeu, le challenge, ça va être de comment je combine ces natures. Donc comment je peux associer finalement, tu vois, peut-être j'ai une nature éducative, et une nature animatrice, donc
ok, je vais peut-être enseigner, mais en ayant plus d'impact, en ayant où je vais peut-être faire des conférences, où je vais plus me mettre en scène que juste si j'ai une nature éducative et je vais juste être voilà professeur. Donc voilà, ça va amener des nuances en effet de découvrir quelles sont nos différentes natures et à quel point elles vivent en nous. Euh, En tout cas, par rapport à la mission de vie, en effet, comme tu l'as dit, c'est vrai que aujourd'hui on voit ça sous la dimension de professionnel, juste ok, c'est quoi ma mission, mon projet pro. Pour moi, c'est vraiment global. Euh, de, pour moi, en fait, la mission de vie, finalement, si on devait le synthétiser, ce serait de comprendre ces enjeux de vie euh, et de mettre de la lumière. Les enjeux de vie, c'est aussi quels sont mes enjeux d'un point de vue de ma construction égotique ou aussi de mes karmas. Alors, karma, ce terme, mais en tout cas de mes héritages. Plutôt des héritages que j'ai à transformer. Parce que finalement, la mission de vie, on pourrait dire ça, ça parle de l'évolution. Quelle est l'évolution que j'ai à réaliser? Tu vois, le dharma, le sanatana dharma va vraiment nous parler de ça, de l'être humain. Alors il est dit dans les textes que c'est la plus noble de toutes les créatures. Déjà, c'est très intéressant de resituer ça. Un des bases du sanatana dharma, c'est-à-dire l'être humain, c'est la plus noble de toutes les créatures. Donc ça nous amène aussi à cette responsabilité de noblesse qui existe chez l'être humain, qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui dans la société actuelle, cette dimension de la noblesse, et aussi de la responsabilité vis-à-vis du monde vivant. Que finalement, chaque être humain est un gardien du monde vivant, de tous les éléments, de la nature, que ce soit le végétal, le minéral, l'animal, et que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a perdu à l'heure actuelle, de cette dimension qu'on est tous des gardiens. C'est pas que les peuples premiers qui sont gardiens de la nature et de l'équilibre de la nature. Non, en principe, c'est tous les êtres humains. Ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense, de dire et ouais, de se rappeler finalement que nous sommes tous des gardiens potentiels de la nature. Et donc et que quand on s'incarne, en effet, on va avoir des enjeux d'évolution. Et ces enjeux d'évolution, ça, on va très bien le voir, en effet, avec l'astrologie, nous aider vraiment. Alors, ou nos épreuves de vie nous montrent nos enjeux d'évolution. Donc, ça peut se situer dans la famille, comme tu l'as dit, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans l'amitié, ça peut être voilà, dans tous les domaines de vie, ou dans mon couple aussi, ou dans ma manière de relationner à moi-même. Donc voilà, c'est les 5 grands domaines, tu vois. Famille, travail, couple, et puis relation à moi-même, et le 5e, et puis Amitié. relation aux autres, amitié et tout ça. Ça, c'est les 5 grands domaines. Et en effet, dans ces 5 domaines-là, on va avoir des enjeux différents. Et des phases aussi, il y a des cycles. Il y a aussi des cycles. C'est aussi important pour moi de se rappeler toujours qu'il y a des cycles. Parce qu'il y a des moments où ça va être peut-être plus difficile que d'autres. De se rappeler ça, de se dire que, ok, j'ai peut-être une phase où je vais avoir beaucoup de choses à nettoyer. Quand je dis nettoyer, c'est-à-dire que je vais avoir des choses à vivre qui vont me permettre ou pas de transcender, de passer à autre chose, de venir pacifier intérieurement. Donc, en fait, l'être humain, on est vraiment, c'est quelque chose d'ultra complexe en fait, l'être humain. Et moi, je suis passionné de l'être humain. Je trouve ça fascinant la complexité des enjeux qui peuvent exister à un moment T dans la vie d'une personne. Et en effet, pour moi, la mission de vie, finalement, ça pourrait être ça, ça pourrait être d'intégrer que je suis en évolution et que je suis là pour évoluer et de pas perdre ça de vue et que je peux évoluer dans tous les domaines. Et donc, c'est quelque part ma mission, c'est d'intégrer ça en fait. Euh, mais voilà, encore une fois, mission, j'ai toujours un petit truc avec ce terme. C'est vrai que je préfère le terme swadharma qui ramène à quelque chose d'essentiel comme à notre essence de ce que j'ai à vivre
et ça amène aussi à une forme d'acceptation parce que la mission de situer, de dire ma mission, ah oui, mais du coup, ça peut amener une forme de dualité pour moi qui va pas être forcément intégrée euh, dans le sens, ah oui, mais ma mission c'est ça, du coup, je vais pas accepter certaines choses, je vais pas, enfin, ça peut amener de la dualité, je trouve, ce terme de mission, alors que vraiment le terme swadharma, je trouve vraiment approprié dans le sens où ça amène, ok, c'est ce que j'ai à réaliser dans cette vie, mais j'intègre que il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des challenges, il va y avoir tout ça finalement, il va y avoir tout mon karma que je vais, mon karma, donc ce que j'ai à transcender, à transformer dans cette vie, qui est mon chemin d'évolution, quoi. Donc, voilà. Pour moi, c'est important de resituer ça, que la mission de vie, c'est notre chemin, c'est notre chemin de vie, c'est notre chemin d'évolution. Moi, j'aime bien employer le terme devoir ou ce qui est juste pour nous. Le terme Hmm. devoir, il me plaît parce que il y a ce truc de se dire de toute façon, entre guillemets, c'est pas que j'ai pas le choix, mais c'est quelque chose en fait qui est juste pour moi, donc un devoir que je dois rendre auprès de la vie, d'une sorte de force qui est un petit peu plus grande que nous, pour peu que on ait un peu la foi, et puis un devoir à se rendre aussi envers soi-même, de se dire parce que c'est ce qui est juste pour moi, j'ai le devoir de devoir faire les choses, mais quand on est dans un devoir, des fois on est un peu réticent. Comme quand on fait ses Ouais. devoirs de l'école, on n'a pas forcément envie de les faire et en même temps c'est ça aussi qui nous fait progresser. Donc la notion de karma, d'action vient ici parce que on doit faire face à certaines actions, à certaines répercussions, qu'elles viennent de cette vie ou éventuellement des vies précédentes si on croit à la réincarnation. Et donc du coup cette notion de devoir, elle nous met un petit peu en mouvement parce que on n'a pas le choix. On doit le faire, c'est challengeant parce qu'à devoir c'est toujours challengeant et en même temps on a une sorte d'obligation intrinsèque à respecter ce devoir parce que cette obligation c'est le pourquoi de l'incarnation en fait. Le Ouais. swadharma et même le dharma c'est le pourquoi on est incarné. Mais on est incarné Hmm. parce qu'il y a quelque chose de juste à accomplir, il y a un devoir à accomplir qui soit pour nous, swadharma, mais Ouais. aussi pour la société dans laquelle on vit, comme tu parlais du fait d'être gardien de la nature. Et puis on a aussi ce Hmm. dharma familial, on a ce dharma sociétal. Donc on a vraiment une Mhm. place et un rôle à jouer dans chaque écosystème dans lequel on vit. Oui. Oui, merci de resituer ce terme de devoir. Alors c'est vrai que j'aime pas, enfin j'évite de l'employer parce qu'en effet il a tendance à nous hérisser les poils chez nous dans notre culture. Enfin généralement ouais, de dire qu'on a des devoirs, il y a un peu, on a un peu une mémoire de lourdeur derrière le mot devoir, tu vois. Comme tu Mm. l'as dit judicieusement. Euh, voilà, c'est associé à nos devoirs à l'école et il y a quelque chose qu'on subit. Et j'aimerais bien Mm. justement enlever tu vois, cette association au devoir avec le fait de subir, du coup d'être victime de notre vie. Ça, c'est vraiment important. Merci ouais pour avoir parlé de ça parce que de se rappeler qu'on est acteur. En fait, pour moi, le Swadharma, cette dimension de mission de vie, c'est de se rappeler que je suis acteur de ma vie. Je suis acteur et j'ai des devoirs. Mais ce devoir, c'est quoi? Finalement, le devoir qu'on va avoir, euh, j'aime beaucoup, tu vois, la vision des Maasai qui vont dire, Maasai, en fait, donc cette communauté africaine là, qui sont héritiers de la culture spirituelle égyptienne. Euh, Maasai, en fait, ça veut dire jumeau. Jumeau, eux, ils envisagent la vie en disant, voilà, nous avons un jumeau, nous avons tous un jumeau, ce jumeau, c'est notre âme. Et finalement, le, le but de leur vie, à eux, c'est de faire le pont, d'être à l'écoute, en fait, de cette voix intérieure, de leur âme, et cette voix, elle est dans leur cœur. Elle est dans notre cœur d'être humain. Donc, finalement, le devoir que nous avons, si nous avons vraiment un devoir, enfin en tout cas un devoir qui est beau et qui est doux, parce que j'aime bien amener de la douceur derrière ce mot devoir, plutôt que de voir ça comme quelque chose de dur. Mm. Mon devoir, c'est d'écouter finalement la voix de mon âme qui va me montrer le chemin. Et donc, d'écouter la voix de mon cœur. Toutes les cultures, les traditions nous ramènent au cœur, nous ramènent dans ce temple intérieur, ce temple du cœur. Donc, finalement, je peux écouter mon cœur. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Qu'est-ce que me dit de faire mon cœur?
Et, et voilà, je trouve que c'est important de se rappeler de ça, de dire, ok, j'ai des devoirs. Mon devoir, c'est d'écouter mon âme finalement. Enfin, le plus beau des devoirs finalement, ce serait ça, ce serait d'écouter mon âme et non pas ma structure égotique. Alors, pareil, l'ego, on pourra en parler pendant longtemps. C'est un sujet que je trouve, enfin, d'après toutes mes recherches et mon exploration de l'ego, on veut tuer l'ego, on veut casser l'ego. Non, en fait, c'est pas possible. De toute façon, pour vivre, on a besoin d'une structure égotique. Ego, c'est je suis. En fait, c'est de se définir. On a besoin de se définir pour exister. Donc, souvent, ce qui est, en fait, de redire que l'ego, c'est une construction, souvent, enfin, en effet, qui est péjorative dans le sens où on dit que voilà, l'ego, il y a toute une dimension négative. Alors, c'est important de remettre de la justesse dans la perception de l'ego et de dire que oui, en effet, je peux agir d'une façon égoïste parfois, en effet, mais de comprendre que derrière, moi, ce qui m'a amené à comprendre vraiment, aller au-delà de s'arrêter sur l'ego, c'est de dire, c'est notamment la communication non violente qui m'a permis de dire, ok, en fait, derrière chaque action d'une personne, il va y avoir une blessure, en fait. Et donc, là, pour moi, une des meilleures définitions de l'ego, enfin, en tout cas, pour ouvrir ce champ de perception de l'ego, j'ai envie de dire que l'ego, c'est beau dans le sens où ça nous invite à beaucoup de compassion par rapport à l'ego des gens et d'essayer de comprendre, pour moi, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne elle agit comme ça. Et si elle agit comme ça, c'est que derrière, il y a de la souffrance. Souvent que notre ego est construit sous la souffrance. L'ego, quelque part, notre ego, il veut le plaisir, il veut juste... Enfin, quand on dit l'ego, c'est notre cerveau, en fait, c'est notre mental. Notre mental, le cerveau tel qu'il est calibré, il veut le plaisir en permanence. Il déteste la souffrance. Donc, notre construction égotique, elle se base sur ce truc de je ne veux pas voir la souffrance que j'ai vécue dans ma vie, et donc du coup, je suis en déni de moi-même. Donc, je me construis sur quelque chose qui va pas être vraiment moi-même parce que je n'ai pas accueilli complètement certaines émotions. Mm. On rentre un peu dans une dimension thérapeutique, mais c'est important d'en parler parce que pour pouvoir rentrer dans son chemin, ça demande de faire ce travail sur sa construction égotique, c'est-à-dire sur comment on a mis de côté certaines souffrances, on n'a peut-être pas libéré certaines souffrances qu'on a pu endurer, vivre. Et comme le disent les Maasai, voyageons léger. Le but de la vie, quelque part, c'est de voyager léger. Donc, allégeons-nous de nos souffrances pour justement pouvoir vivre pleinement notre chemin de vie. Parce que si je vis avec un ego, alors une structure égotique, une construction égotique qui est basée sur beaucoup de souffrances, je vis avec de la lourdeur et ça va être plus difficile du coup de vivre en lien, en phase avec mon chemin de vie et d'accepter mes devoirs. Alors, bon, c'est un vaste sujet sur lequel là j'ai ouvert quelques portes, mais bon, voilà. Juste, je voulais en tout cas dire que l'importance vraiment, c'est d'écouter son cœur et d'écouter son âme et de cheminer vers ça finalement, et que c'est ça le plus important. J'adore. Alors, je sais pas si ce serait notre mot de la fin. Alors, c'est sûr qu'on pourrait vraiment développer encore sur l'ego, sur cette notion de souffrance aussi. En Jyotish, oui. Une constellation particulière s'appelle Mula et on l'associe à Niriti, la déesse de la souffrance et dans une certaine mesure de la douleur et des handicaps. Et un des adages de ce nakshatra, c'est la douleur est inévitable mais la souffrance est optionnelle, et on peut choisir dans notre construction de l'ego aussi de s'attacher à une souffrance où on peut vivre la douleur et être dans une acceptation. Et cette acceptation, je pense que c'est aussi la voie du cœur, c'est aussi la voie de ce swadharma, de se dire ok, je traverse des épreuves qui sont difficiles et soit je décide donc de vivre cette douleur et dans cette ouverture et cette acceptation malgré tout, soit je m'accroche à une souffrance et je me construis autour d'elle et je m'empêche aussi de me réaliser pleinement parce que je m'accroche à cette souffrance qui peut être évitable dans une certaine mesure, bien que la douleur, elle
est inhérente aussi à la vie, parce que pour qu'on ait du bonheur et pour que notre ego soit à cette recherche de plaisir, on est obligé de passer par sa polarité qui est la douleur, parce que sans Mhm. douleur, il n'y a pas de plaisir, sinon comment juger du bonheur aussi? Ouais. Et alors, juste, je crois que, enfin, je sais pas si tu veux qu'on aille vers une fin, mais je pense que ça va déjà, on a déjà bien parlé. Euh, pour moi, ce qui est par rapport à, pour resituer tout ce sujet de cette recherche de mission de vie, euh, aujourd'hui, j'ai combiné plusieurs approches, plusieurs outils, méthodes, euh, et, euh, et finalement, j'ai vu que tout se recoupe. Et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, c'est ça que je propose dans les accompagnements aux gens, finalement, c'est de dire, OK, donc moi j'ai une base de connaissance de soi qui est pas basée sur l'astrologie, qui est basée juste sur une perception soi-même. C'est-à-dire, c'est vraiment une chose aussi importante, c'est de reprendre du pouvoir sur qui je suis. Parce que souvent dans notre éducation, on nous a appris à obéir, Mm. à être des bonnes gentilles personnes qui soient obéissantes. Mais du coup, on n'a pas appris à se situer en nous-mêmes. Se situer en nous-mêmes, hein. Donc en Ayurveda, je sais plus, il y a un terme en Ayurveda qui parle de ça, de se situer en soi. On dit que la maladie, c'est ne pas être en soi. Toutes les formes de maladie, c'est en fait que l'âme n'est pas alignée, n'est pas en phase avec le corps, et comme sortie du corps. Donc, toute la logique de l'Ayurveda, ça va être de dire, venez prendre soin de vous, de votre santé, à travers des massages, une combinaison alimentaire, tout ça, pour pouvoir se resituer en soi, dans son corps. Ce qu'on a observé, c'est que si on n'est pas dans notre chemin de vie, bah, notre âme, elle va pas avoir, on va être comme un peu coupé de nous-mêmes, coupé de notre âme. Donc ça, c'est important. Et donc, en effet, il va y avoir des facteurs, il va y avoir une aggravation de la souffrance et du coup des douleurs de plus en plus grandes, que ce soit psychologiques ou même physiques. Donc le but, si tu veux, de l'approche des natures multiples que je transmets et que je trouve vraiment génial, c'est de dire, à partir du moment où tu vis selon ta nature profonde, c'est-à-dire selon ce que tu as à faire, à réaliser, ton devoir, comme tu disais très bien tout à l'heure, ton swadharma, eh bien, en principe, ta santé va aller mieux. Et si ta santé va mieux, quand même, la santé, c'est quand même quelque chose de capital. En effet, notre niveau d'énergie va être beaucoup plus grand parce qu'on va être épanoui, parce qu'on va se sentir utile. Tous les êtres humains, enfin, en tout cas, beaucoup de personnes qui me contactent pour faire un travail d'accompagnement sur ce chemin de vie, trouver sa voie, veulent se sentir utiles. C'est comme un besoin universel, fondamental. On a besoin de se sentir utile. En effet, pour se sentir utile, il va y avoir des domaines où on va se sentir plus utile que d'autres parce qu'en effet, c'est les domaines où on a les facilités à agir, à faire. Donc, voilà. Et, c'est important de reparler de ça, de dire que on peut, enfin en tout cas, qu'il y a des indicateurs qui nous montrent qu'on n'est pas dans notre chemin de vie, qui vont être certaines souffrances ou peut-être des épreuves très difficiles. Et les épreuves, en fait, elles nous invitent, elles nous ramènent toujours à notre chemin. Après, j'ai juste envie de rajouter ça, que je sais pas si tu utilises si tu connais la notion du human design. Oui, oui, oui. Cette approche que je trouve aussi, enfin que j'intègre aussi dans les accompagnements aujourd'hui parce que je la trouve très puissante en termes de reprendre du pouvoir sur sa vie. Quand je dis reprendre du pouvoir, c'est vraiment se connaître. Donc en Ayurveda, on dit que la base de la santé, hein, c'est la connaissance de soi. Un des piliers, enfin fondamentaux, hein, de notre santé, ouais, c'est vraiment se connaître. Et donc le Human Design est une très belle approche aussi pour se connaître et redécouvrir quelle est ma manière de décider. Elle vient vraiment préciser ça. Et je trouve que c'est hyper beau de reprendre de la souveraineté sur notre vie finalement, dire ok, qu'est-ce qui me permet de prendre les bonnes décisions. Et pour moi,
c'est vraiment un chemin d'autonomisation que j'ai envie de proposer à chacun, de dire chacun peut décider à partir de lui-même, peut reprendre du pouvoir sur sa vie. En effet, il va y avoir des personnes comme toi ou comme moi qui allons se proposer sur le chemin des gens et dire voilà, on peut vous amener des éclairages sur votre vie, sur qui vous êtes, on va vous donner des clés de connaissance de vous-même, mais après, c'est qu'est-ce que vous allez en faire, comment vous allez vous les approprier. Et pour moi, c'est là que rentre toute la dimension de la pédagogie que je m'évertue de mettre en place, parce que j'adore ça, c'est cette dimension de l'intégration. Comment j'intègre ce que j'ai compris sur moi, comment j'intègre qui je suis vraiment, et c'est toute une autre phase. Donc voilà, si on devait résumer finalement notre entretien, ce serait d'abord, la première phase, c'est pour rentrer dans son Swadharma, dans son chemin, ça va être de déconstruire certaines choses, certaines représentations, certaines croyances sur nous-mêmes. Ensuite, de regarder qui je suis, quelles sont mes qualités, et de se les approprier. Et ensuite, ça c'est l'autre phase, ça va être de intégrer qui je suis. Donc, vous voyez, c'est un chemin qui, ouais, ça peut prendre du temps. Mais alors, voilà, je vous invite tous à le faire parce que c'est beau et c'est ça que nous avons tous à faire finalement, c'est de se déconditionner, de apprendre à savoir qui nous sommes et ensuite de marcher une fois qu'on a appris cela, de marcher cela et de l'offrir au monde en fait, d'offrir la beauté que nous sommes parce que nous avons à l'intérieur de nous, on a tous, pour moi, en effet, ces qualités, c'est une très grande beauté et une fois que c'est offert au monde, c'est magnifique. On peut le voir chez toutes les personnes qui sont exaltées dans leur travail. Je pense enfin, tu vois, l'exemple premier qui me vient, ça va être un pâtissier que je connais qui vit près de chez moi. Quand tu le vois travailler, parler de son travail, il est dans une exaltation, il est heureux, il a un sourire. Et ça, c'est vraiment les signes qu'en effet, il est vraiment à sa place. Et en plus, il a des valeurs, il a des valeurs très fortes où il va respecter la nature. Il est à la fois gardien, il prend des produits naturels. Donc, vous voyez, je pense que vraiment aujourd'hui, c'est l'enjeu de notre époque, c'est de se resituer en nous-mêmes et d'apprendre qui nous sommes, d'apprendre à reconnaître qui nous sommes vraiment pour ensuite marcher cela et l'offrir au monde. Et à partir de là, en effet, là, le monde va changer, là, le monde va évoluer. Et que c'est la base, en fait. Souvent, on dit oui, il faut changer. Alors, bon, ça, c'est un autre sujet. Et il y en a, enfin, le sujet de oui, il faut s'investir dans la politique ou d'abord pour soi-même. Je pense que la base, quand même, c'est soi-même. Et après, une fois que j'ai découvert qui je suis, là, peut-être, oui, je vais pouvoir m'investir dans la politique, mais d'une manière juste, pas d'une manière intéressée pour nourrir de l'avidité, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Oui, trop le cas, malheureusement. C'est trop le cas. Ouais, alors c'est ça, je crois que chacun, enfin pour moi c'est mon rêve en tout cas, c'est le rêve que je porte que le monde change à travers des êtres qui respectent leur nature, leur chemin de vie, leur mission de vie, leur swadharma et qu'ils offrent ça au monde et je pense que là on va pouvoir vraiment rééquilibrer le monde assez rapidement finalement, que les problèmes de société vont se transformer. Alors voilà, je fais ma part, en tout cas, de colibri, comme dirait Pierre Rabhi, pour essayer, voilà, contribuer à ça, à cette évolution. Et c'est mon chemin. Et juste, oui, tu me posais la question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas vraiment répondu, j'ai un peu feinté, mais en effet, ce qui était intéressant, c'est de voir comment les natures multiples, cette connaissance de soi, m'a amené à une clarté sur moi-même. Et ensuite, ça a été confirmé quand j'ai fait mon thème Jyotish. Et ça a été ensuite confirmé quand j'ai fait mon terme de numérologie. Et finalement, c'était fou de voir comment les différents outils, méthodes, approches. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien synthétiser, prendre différentes approches pour se connaître, parce que finalement, et de voir le lien entre chaque. Et quand, pour moi, s'il y a un lien entre plusieurs approches, c'est qu'il y a vraiment une vraie pertinence. Et alors après, moi, dans mon chemin personnel, ça a été en effet d'abord d'intégrer pour moi-même
par moi-même, de me reconnaître par moi-même sans qu'on me dise tu es ça. Et c'est là où j'ai trouvé la puissance des natures multiples, c'était d'apprendre d'abord à me définir par moi-même. C'est là où j'aime cette dimension d'autonomie, tu vois, qu'on pourrait appeler de souveraineté intérieure, que propose cette approche, notamment des natures multiples. Après, il y en a d'autres qui permettent ça plus ou moins, mais pour moi, ça c'est vraiment important, plutôt que de dire c'est quelqu'un d'extérieur qui m'a dit que j'étais comme ça. C'est pas pareil. Bah, c'est toute la dynamique aussi du Joy-Tish, comment elle doit être apportée en Occident. En tout cas, c'est ma vision, c'est de jamais enfermer, jamais donner de directives. C'est dire, là, il y a un potentiel. Est-ce que tu ressens qu'il y a ce potentiel? Et si oui, comment est-ce qu'on peut le développer davantage avec des remèdes? Et je pense que la méthode que tu emploies, c'est dans cette même dynamique, c'est de se dire, OK, il y a un potentiel ici, comment est-ce que toi tu le ressens, comment est-ce que tu le développes, sans jamais être dans cet enfermement et toujours dans cette découverte de soi en disant, il y a un potentiel. C'est une idée qui était déjà présente, qui est confirmée par un outil, un biais, peu importe, et comment est-ce que moi je le développe en autonomie, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah tiens, la numérologie, le Joy-Tish ou tous ces sens-là, c'est enfermant et ça me dit quoi faire, et c'est, je pense, une mauvaise approche. En tout cas, je pense qu'on sera d'accord ensemble pour dire que le Joy-Tish et toutes ces approches holistiques, elles doivent pas être enfermantes, elles doivent pas être là en disant OK, c'est ton chemin, tu dois aller là. Elles doivent juste servir à mettre en lumière un potentiel, une zone sur laquelle on pourrait développer des compétences et on pourrait s'épanouir, mais ça doit jamais être, voilà, on doit jamais suivre ces choses-là avec des œillères ou en se disant OK, c'est absolument que là où je dois aller parce qu'on m'a dit ça ou parce que j'ai entendu que. Ça doit toujours venir corréler une intuition, corréler quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Et souvent, moi, en consultation, j'ai des personnes qui me disent « Mais c'est fou parce que c'est ce que je ressens au fond de moi. » Je dis « Bah, c'est bien, ça veut dire que le Joy-Tish, ça marche et que tu es en adéquation avec ce que te dit ton cœur et ce que te dit ton thème. Et donc, c'est parfait. » Et puis, bah, des fois, on a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « Bah, ça me parle ou j'ai peur et je l'entends pas de la même façon à l'intérieur. » Alors, comment est-ce que du coup, le Joy-Tish peut nous dire « Ok, tu l'entends pas de la même façon à l'intérieur, donc peut-être que soit il y a un nettoyage à faire, soit au contraire, le Joy-Tish peut te mettre en lumière autre chose que tu peux inclure dans ce que tu ressens à l'intérieur et ça te permet d'ouvrir tes champs des possibles. Mais ça doit jamais être des techniques limitantes, au contraire. Yes. Je suis totalement en phase avec tes propos. Et ben du coup, je pense qu'on peut peut-être conclure sur sur cet accord commun, peut-être. Oui. Alors du coup, pour toutes les personnes qui voudraient être accompagnées par toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Oui, donc bah c'est assez simple. Il suffit juste de taper Samuel Gérand sur Internet, G-E-2-R-A-N-D, Samuel Gérand, et puis là vous trouverez toutes les infos en tapant sur Google, ou sinon c'est l'art de trouver sa voie. Voilà, c'est le nom de mon activité, l'art de trouver sa voie. Voilà, et on peut retrouver toutes les infos. Même sur Facebook, ou j'ai même créé un compte Instagram. Voilà. Donc de toute façon, moi je mettrai toutes les informations en description du podcast. Et puis bah Sam, en tout cas, moi j'ai adoré échanger. Je pense qu'on a 1001 autres sujets à aborder parce que c'est trop passionnant d'échanger avec toi. Donc merci beaucoup d'être venu. Ouais. Ben, merci en tout cas de m'avoir permis de partager cela, de m'avoir permis de beaucoup parler. Et, ouais, et en tout cas, ouais, merci d'ouvrir cet espace. Et puis même de tes apports et ton approche, tes connaissances, je trouve vraiment très complémentaires. M'ont nourri aussi, et d'ailleurs je pense que en aparté, à la fin de cette interview, il y a une idée qui m'est venue. Je me suis dit que moi ça fait un moment que j'ai envie de proposer aux gens que j'accompagne de pouvoir faire leur thème Joy-Tish, en tout cas au moins sur la dynamique aussi professionnelle, vu que c'est quand même une de celles sur lesquelles je me concentre, mais pas que, mais bon. Et donc je me suis dit, ouais, peut-être il faudrait qu'on en parle, mais voir peut-être pour créer un partenariat ensemble. Donc je lance comme ça à l'audition, mais on en reparle. Enfin, voilà, il y a une idée qui m'est venue, on verra si ça peut se concrétiser. Mais je vois vraiment la complémentarité. D'accord, ok, ouais, moi, quand je peux partager le Joy-Tish, puis avec des personnes avec qui on peut travailler en synergie, en se disant que on peut chacun apporter cette touche qui permet à une personne de s'envoler. Enfin, moi, j'adore. Donc, c'est parti.
Bon, bah, génial. Alors, donc, bah, on en parle juste après, alors. Et on vous tiendra au courant. En tout cas, merci beaucoup Samuel. Et puis bah peut-être Ouais. à bientôt du coup pour un autre échange passionnant autour de la culture védique et puis de la psychologie et du développement personnel. Merci, Justine.